Dans ce chapitre intéressant intitulé Composants du système photovoltaïque, découvrez les rôles, les caractéristiques et les types de chacun des composants qui intervient dans une installation photovoltaïque, contribuant ainsi à la conversion efficace de l'énergie solaire en électricité et en optimisant le fonctionnement des équipements et aussi le stockage de l'énergie. Après avoir suivi ces chapitres, vous aurez comme compétence la compréhension approfondie des fonctionnements et des caractéristiques de chaque composant du système photovoltaïque. Vous allez savoir les rôles que jouent les principaux composants constituant une installation photovoltaïque. Ainsi, vous aurez la possibilité d'opérer les meilleurs choix qui conviennent à un fonctionnement donné et aussi aux besoins énergétiques évalués, et capable d'installer convenablement tous les équipements qui entrent en jeu dans une installation photovoltaïque. Parlant des composants d'un système photovoltaïque, commençons par les panneaux solaires, qui est l'élément central du système photovoltaïque. Il est composé de cellules photovoltaïques qui convertissent la lumière solaire en électricité sous forme continue. Les cellules peuvent être fabriquées en silicium cristallin, en silicium amorphe ou en d'autres matériaux semi-conducteurs, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Un panneau solaire est donc caractérisé par sa puissance instantanée délivrable en watts-crête, qui correspond aux conditions standards de température, soit un ensoleillement instantané de 1000 watts par mètre carré, à une température de 25 degrés Celsius et à un coefficient air-masse de 1,5. Je donne un exemple. Soit un panneau de 300 watts-crête délivra donc une puissance instantanée de 300 watts sous les conditions STC. À part la puissance instantanée, nous avons le rendement du panneau, qui est donc égal à sa puissance fournie divisé par la puissance aux conditions standards de température, multiplié par 100 parce que le rendement est exprimé en pourcentage. À part cela, nous avons le poids et ses dimensions, les dimensions du panneau, sa longueur et sa largeur. Nous avons aussi sa tension à vide, VCO, à circuit ouvert. Nous avons également son courant de court-circuit. Par la suite, nous avons les courbes caractéristiques qui expliquent encore beaucoup mieux les caractéristiques d'un panneau solaire. Et nous pouvons voir la tension VCO à circuit ouvert lorsque les panneaux ne débitent aucun courant. Nous avons le courant ICC lorsque les panneaux sont en court-circuit. Et ici donc, les bornes du panneau sont en court-circuit, la tension est nulle. Et la courbe en bleu représente la caractéristique courant-tension d'un module photovoltaïque. Et nous pouvons voir un point maximum, les PMPP, qui correspondent donc à la puissance maximale que peut délivrer ces panneaux solaires dans la puissance crête. Et ces points correspondent à la tension VMPP et au courant IMPP. Et la courbe en rouge, c'est la caractéristique qui représente la puissance délivrée par le module photovoltaïque. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la tension par le courant, on obtient la caractéristique en rouge. Sur ce graphique, allez-y comprendre que les performances d'un panneau photovoltaïque sont influencées par l'ensoleillement. C'est-à-dire, la puissance de sortie de ces panneaux varie en fonction de l'ensoleillement reçu. Et on peut le constater ici bien sur la courbe courant-tension. Les courants de court-circuit ainsi que la puissance délivrée par ces panneaux est proportionnelle à l'ensoleillement reçu par ces panneaux. Quant à ces graphiques, ils nous renseignent sur l'influence de la température sur les performances d'un panneau photovoltaïque. On peut le constater ici que lorsque la température augmente,
la tension VCO du panneau diminue, ce qui a de l'impact direct sur la puissance délivrée par ces panneaux. C'est-à-dire, pendant les dimensionnements, les paramètres température doivent être pris en compte pour maximiser ou optimiser la production des panneaux photovoltaïques. Les cellules d'un panneau photovoltaïque sont souvent montées en série pour augmenter la tension VCO du panneau. Cependant, si l'une des cellules est défectueuse, ça peut être dû à la poussière dessus, à l'ombrage ou encore à un oiseau qui se pose dessus, les courants produits par ces panneaux diminuent. Et cela a de l'impact direct sur la puissance qui est réduite. Ainsi, pour pallier à ces genres de conséquences, les fabricants des panneaux solaires photovoltaïques mettent en œuvre des systèmes de diodes bypass, de sorte qu'une seule partie du panneau soit affectée par ces phénomènes. Ces systèmes donc offrent un parcours alternatif au courant qui peut ainsi contourner là où les cellules sont en dysfonctionnement. Parlons maintenant du régulateur de charge. Il est la pierre angulaire d'une installation photovoltaïque autonome. Il joue le rôle d'intermédiaire entre les panneaux solaires, les batteries et la charge, évitant ainsi la surcharge ou la décharge excessive des batteries. Il joue donc le rôle dans une installation telle que la régulation de la tension afin de l'adapter aux caractéristiques de la batterie et son niveau de charge. Le régulateur joue le rôle de superviser et aussi optimiser une installation solaire. Il évite également les retours du courant vers les panneaux solaires, par exemple la nuit. Nous distinguons deux types de régulateurs. Nous avons le PWM et le MPPT. Commençons par le régulateur PWM, qui signifie Pulse Width Modulation, et en français, la modulation de la largeur de l'impulsion. Ce type de régulateur adapte la tension des panneaux solaires aux caractéristiques ajustées pour maintenir la tension de la batterie constante. Cependant, ils sont conçus pour fonctionner à des faibles tensions, entre 23 à 55 volts max. C'est-à-dire, les régulateurs PWM sont dédiés pour des petites installations inférieures à 1000 watts. En ce qui concerne les régulateurs MPPT, c'est une technologie plus efficace que le PWM. En effet, MPPT veut dire Maximum Power Point Tracker. En français, tracker du point maximum de la puissance. Signifie que ce régulateur optimise constamment la tension et l'intensité des panneaux au plus près des valeurs maximales afin de produire les maximums de puissance. Il accepte également une tension d'entrée plus efficace qui va de 75 jusqu'à 450 volts, permettant ainsi de limiter la perte par effet Joule dans les conducteurs. Ils sont plus performants et plus chers malheureusement que les PWM, comme on peut les voir sur la photo que nous avons. C'est-à-dire, ici nous avons un régulateur qui peut supporter une tension d'entrée de 150 volts jusqu'à 150 volts et un courant de sortie de 35 ampères. Étant installateur ou concepteur d'une installation photovoltaïque, la question qui revient, c'est comment bien choisir un régulateur de charge. Pour cela, il y a 4 principaux critères qui doivent guider notre choix. Le premier, connaître le type de batterie. Pour qu'une batterie puisse être performante dans les temps,
Il faut que le régulateur de charge soit capable de suivre précisément son niveau de charge, n'est pas la décharger plus que la profondeur de décharge DOD, Deep of Discharge maximale, la protéger contre la surintensité. Deuxième critère, la tension des batteries ou du parc batterie. Les régulateurs de charge ne peuvent gérer que certaines tensions normalisées à la sortie. Nous avons 12 volts, 24 et 48 volts. C'est-à-dire, ça va dépendre de la tension de la batterie, dans ce cas, avant de choisir un régulateur, ou la tension du système choisi. Le troisième critère, c'est la puissance de l'ensemble des panneaux solaires auxquels il sera relié. Ici, la puissance s'exprime en watts crête. En effet, on ne peut pas mettre n'importe quel régulateur à un champ solaire, parce que nous savons que chaque régulateur est caractérisé par sa tension, mais aussi les courants maximaux qu'il peut supporter. Voilà pourquoi même le quatrième critère insiste sur la tension maximale VOC, la tension à vide VCO du champ solaire ou du panneau, qui sera relié à ce régulateur. Nous avons vu plus tard que les régulateurs MPPT 150/35 pouvaient supporter jusqu'à une tension maximale à son entrée de 150 volts et un courant maximal qui peut débiter des 35 ampères. Donc voilà un peu les 4 critères essentiels pour faire le choix d'un régulateur dans une installation solaire. Dans une installation photovoltaïque, on retrouve le convertisseur de tension qui transforme la tension des batteries soit à une tension continue, si les appareils connectés utilisent du courant continu, et souvent des tensions 12 volts, 24 volts ou 48 volts qui sont des tensions normalisées, ou soit en courant alternatif si les appareils utilisent les courants alternatifs sous une tension par exemple de 130 volts. Premièrement, commençons par les convertisseurs de tension continue-continue, DC-DC, qui jouent un rôle d'adapter la tension continue en entrée pour qu'il ait une tension stable égale à la tension paramétrée. Et ici, sur cette photo, on peut voir bien que nous avons que ce convertisseur en son entrée peut accueillir une tension qui est dans la plage entre 18 à 36 volts. À sa sortie, on aura une tension stable de 12 volts. Deuxièmement, parlons des convertisseurs de tension DC-AC, continu alternatif. Ils jouent le rôle de transformer la tension provenant des batteries, qui est une tension continue, à une tension alternative de 230 volts et de fréquence 50 Hz. On distingue deux types de convertisseurs DC-AC. Les pseudo-sinus, qui ont une sinusoïde pas tellement semblable à celle du réseau électrique, parce qu'elle n'est pas régulière et aussi pas lisse. Ces genres de convertisseurs, ils sont utilisés pour des petites puissances et aussi ils sont moins chers par rapport au deuxième type qui est des convertisseurs pur sinus qui ont une sinusoïde exactement parfaite, semblable à celle du signal électrique des réseaux électriques existants. Aussi, la question qui revient, comment bien choisir un convertisseur en fonction d'une installation donnée? 5 critères s'imposent. Le premier, quel est le type de courant de sortie, alternatif ou continu? Si continu, quelle est la tension de sortie? Si alternatif, devons-nous choisir un convertisseur pur sinus ou pseudo-sinus? Nous avons vu avec des pseudo-sinus, c'est pour des petites puissances. Mais aussi, le signal n'est pas une sinusoïde pure.
Tandis que pour des convertisseurs pur sinus, ils sont les mieux appropriés pour des appareils sensibles. Deuxième critère, la plage de tension d'entrée. Avec les convertisseurs Orion que nous avons étudiés, les conseils DC-DC, nous avons vu que la plage de tension d'entrée est 18 jusqu'à 36 volts, avec une sortie de 12 volts dA. Ce qui nous ramène au troisième critère, la puissance maximale des sorties. Avec ces convertisseurs DC-DC, la puissance maximale est donc de 120 watts, étant donné que la tension des sorties est de 12 volts et le courant max des sorties est de 10 ampères. Le quatrième critère, c'est la plage des températures de fonctionnement. Plus tard, nous allons voir que la température a plus d'influence sur la limitation de la puissance. Parce que par exemple, pour un convertisseur multiplus 2 de 3 kVA, de tension d'entrée de 48 volts, si la température augmente, sa puissance de 3 kVA sera réduite. Et enfin, les rendements, comme dernier critère. Les rendements pour des convertisseurs à pur sinus sont très bons, environ 98%. Tandis que pour des convertisseurs pseudo-sinus, les rendements est mauvais parce qu'il y a beaucoup de pertes par réchauffement dans les convertisseurs. Place à la batterie d'accumulateur. Elle permet de stocker l'énergie électrique sous forme chimique et la restitue sous forme de courant continu de manière contrôlée. Il existe 4 principaux types de batteries solaires utilisées pour stocker l'énergie produite par les installations photovoltaïques. Nous avons la batterie au plan ouvert. Nous avons les batteries à électrolyse liquide, comme la batterie AGM et la batterie gel. Enfin, nous avons la batterie lithium. Le tableau suivant, c'est un résumé sur les types de batteries. Et comme on peut le constater, la batterie au lithium, aujourd'hui la plus utilisée, s'avère plus intéressante par rapport aux autres parce que d'abord, elle a une durée de vie élevée, un grand nombre de cycles, aussi une grande profondeur de décharge, ce qui implique une meilleure option pour l'exploitation de l'énergie solaire par sa polyvalence et sa durabilité. Tandis que les autres, si on peut comparer la batterie au lithium aux batteries gel, les batteries gel ont une faible profondeur de décharge, ce qui implique aussi de mauvais rendements. Les câbles et les connecteurs jouent un rôle crucial dans une installation photovoltaïque. Ils sont utilisés pour transmettre efficacement l'électricité et aussi interconnecter les panneaux entre eux. Et les caractéristiques des connecteurs sont telles que il est conseillé d'utiliser des câbles ou des connecteurs de manière à limiter la chute de tension et éviter les mauvais contacts. La protection électrique étant une nécessité, il faut donc prévoir un coffret de protection dans une installation qui comprend côté DC et côté AC des fusibles, des interrupteurs sectionneurs, des parafoudres, des disjoncteurs et des disjoncteurs différentiels même. Comme dans ces tableaux que nous avons en face ici, nous avons tous ces éléments qui entrent en jeu pour assurer une meilleure protection de toute l'installation. Il est normal de se poser la question sur l'utilisation des parafoudres dans une installation photovoltaïque. Allez-y comprendre que les parafoudres, que ce soit du côté DC ou du côté AC, vont donc protéger l'installation et tous les équipements, surtout les équipements électroniques qui sont sensibles aux foudres. Lorsqu'il y a une surtension ou une surintensité causée par une foudre, cette surtension sera canalisée directement vers
la terre. Alors, il est recommandé dans une installation de placer toujours un parafoudre DC en entrée PV sur un régulateur, de placer un parafoudre côté convertisseur, si c'est un convertisseur chargeur, en entrée AC in, et aussi pourquoi pas ne pas mettre à la sortie AC si par exemple la charge se trouve très loin. Et si une installation se trouve dans une zone où il y a beaucoup de foudre, il faut toujours penser à l'utilisation d'un paratonnerre. Donc c'est un dispositif destiné à protéger les bâtiments et aussi les installations électriques des effets de la foudre. On les place toujours au-dessus de la maison à un point élevé et directement canalisé vers la terre. Pour clore la partie des protections électriques, pensez à la mise à la terre, qui consiste donc à assurer une liaison conductrice entre tous les panneaux, les systèmes de fixation, ainsi que les parafoudres, les paratonnerres, relier tout cet ensemble à une prise de terre. Et cette prise de terre doit être bien faite avec des piquets de terre bien enfoncés dans le sol. Donc ici, il y a autant de normes qu'il faudra respecter et que nous allons voir dans les autres cours qui vont suivre. Dans ces chapitres, vous avez exploré les différents composants qui entrent en jeu lors de l'installation d'un système photovoltaïque, les rôles, les caractéristiques, les types de chacun, ainsi que les conseils de choix d'un appareil qui convient à une utilisation donnée.